Bonjour, on va débuter le talk. Je vous invite à vous asseoir. Donc, je suis ravie de vous accueillir tous aujourd'hui au sein de Paris International pour ce talk. Donc, j'accueille cet après-midi une discussion sur une proposition d'Hélène Alain à DAGP en partenariat avec Paris International. Donc, je vais vous dire deux mots d'abord sur le projet Hélène Alain. Donc, Hélène Alain propose une multitude de points de vue de critiques d'art et de commissaires d'expositions internationaux, mettant en avant l'actualité des artistes de la scène artistique française à travers un compte Instagram et un site éponyme. Et l'idée du projet de donner un aperçu de la diversité prolifique de la scène artistique visuelle en France. Donc c'est un cadre qui est établi par la DAGP et c'est avec un soutien de partenaires privés et publics dont l'ADIAF, la Fondation des artistes, la Fondation Pernod Ricard, le Comité professionnel des galeries d'art, DCA, l'Institut français, le ministère de la Culture et certains membres artistes de la DAGP. Je pense que j'ai oublié personne, ça va, donc une longue liste. Et aujourd'hui, j'accueille 5 intervenants, donc on est beaucoup, et je pense que le sujet est dense et fondamentalement d'actualité. Donc aujourd'hui, j'accueille Anne-Sophie Brault de l'Institut français, qui est directrice adjointe de la mobilité et des événements internationaux. Renaud Sabary, fondateur d'Arter Atna Vivento, qui est aussi derrière la production du pavillon français de la prochaine biennale de Venise. Donc vous travaillez ensemble régulièrement, complètement, main dans la main. Nathalie Guillot, fondatrice et directrice de la Fondation Thalie. Stéphane Verlet-Bautreau, artiste et cofondateur de l'École des Mutants, et Sarah Wadou, artiste, qui travaille généralement partout dans le monde sur des projets locaux et avec des artisans à chaque fois sur place. Je vais vous demander chacun peut-être de dire un mot sur vous, parce que si je fais à chaque fois votre vie, ça va prendre un peu de temps. Donc peut-être, Anne-Sophie, je vous donne la parole et peut-être présentez-vous vraiment brièvement. Donc l'Institut français, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'opérateur pour l'action culturelle extérieure de la France. On dépend du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères et du ministère de la Culture. Et l'Institut français est l'opérateur pour ces ministères du pavillon français à la Biennale de Venise. Merci. Donc Arter est une agence parisienne d'une 40aine de personnes qui a pour objet de produire des projets d'exposition et d'événements en France et à travers le monde. Stéphane Verlet-Bautreau. Ma pratique artistique et curatoriale se situe plutôt dans le champ des pratiques sociales ou écosociales, on pourrait dire, parce que j'ai aussi une formation première dans les sciences de l'environnement et un itinéraire, on va dire, d'activiste environnemental. La Fondation Thalie, c'est une fondation que j'ai créée qui est privée, donc qui va célébrer ses 10 ans l'année prochaine et qui s'engage sur la création à travers des expositions dans 2 lieux, un à Bruxelles et un à Arles, des résidences d'artistes, également Bruxelles et Arles, et un programme hors les murs qui s'appelle Créateurs Urgence Climat, qui invite artistes, scientifiques et designers à réfléchir à de nouvelles façons de concevoir, à de nouvelles façons de produire et également à de nouveaux imaginaires. Et ça se passe à l'ENSA, d'École des Arts Déco. Alors moi c'est Sarah Wadou, je suis artiste visuelle et ma pratique elle est collaborative. J'initie des projets dans des communautés d'artisans. J'ai commencé par le Maroc et ça s'est ouvert un peu à d'autres régions dans le monde où justement on pose les questions de ce qui est faisable localement à partir des matériaux locaux, des problématiques politiques rencontrées, économiques, sociales, et on essaye. Les œuvres sont pensées en fait comme des outils d'autonomie, de création d'autonomie et d'indépendance dans ces localités.
Merci. Alors, vous avez compris, en fait, aujourd'hui, on va discuter de l'expérience des artistes dans les institutions d'art visuel à travers le monde. Chacun de vous va parler de vos expériences, des expériences d'institutionnelles ou vos expériences en tant qu'artiste. Et on va passer en revue donc des exemples pratiques actuels de développement durable à l'œuvre dans les pratiques contemporaines, des lieux d'art contemporains en Europe et au-delà. Donc, je vais d'abord m'adresser à vous, à Anne-Sophie Brault et Renaud Sabary. J'ai une question spécifique pour vous deux. Quel nouveau mode de production et d'exposition cette dynamique d'éco-responsabilité offre-t-elle aux artistes ? En prenant évidemment l'exemple des nouvelles dispositions mises en place pour le pavillon français sur lequel vous travaillez tous les deux, de la Biennale de Venise, qui met à l'honneur Julien Creuset et qui est curaté par Céline Kopp et Cindy Sosoko. Alors, je dis quelques mots avant de passer la parole à Renaud. Donc, vous dire que sous l'impulsion de sa présidente, Evan Nguyen-Binh, l'Institut français s'est engagé dans la transition écologique et s'est doté en 22 d'une feuille de route pour la transition écologique qui se décline en 30 sous-objectifs. À la fois, c'est qui s'éclinent eux-mêmes en 3 axes, avec l'idée d'être à la fois un institut responsable, d'adopter nous-mêmes des pratiques responsables, de contribuer à accompagner le secteur culturel dans la transition écologique et aussi à jouer un rôle de plaidoyer à l'international sur ces sujets-là. Alors, un des axes forts de cette feuille de route, c'est une trajectoire bas carbone qu'on s'est fixée pour le pavillon français à la Biennale de Venise. C'est une démarche qu'on met en œuvre, qu'on porte avec Arter, qui assure la production et l'exploitation à nos côtés du pavillon français à Venise. Et la première étape pour nous a été de calculer l'impact carbone des projets que nous mettons en place à Venise. Alors, je ne vais pas pouvoir dire beaucoup de choses sur le projet de Julien, puisque là, il est en préparation et il n'y a pas grand-chose qui va être dévoilé avant la conférence de presse et on va vous laisser la surprise de tout ça. Mais en tout cas, on s'est engagé depuis 22 dans une trajectoire qui vaut pour tous les pavillons mis en œuvre à Venise maintenant. Et à partir du calcul qu'on a fait, on a pris comme année de référence le pavillon de Laure Provaux en 2019. On a calculé l'impact carbone, on a vu quels étaient les principaux postes d'émissions de gaz à effet de serre du pavillon qu'on met en place. Et à partir de ça, on s'est doté de guidelines, de préconisations à mettre en œuvre pour aller vers un pavillon français à Venise à impact modéré. Et ça, je vais laisser Renaud rentrer un peu dans les détails, mais ça va de l'éco-conception, de recours aux prestataires locaux, de fait de mobiliser des performeurs locaux s'il y a des performances par exemple. Ça va à côté des équipes de l'Institut français au fait de se déplacer systématiquement en train à Venise et de ne pas prendre l'avion, de limiter à un seul voyage le repérage des équipes artistiques. C'est d'imprimer les catalogues sur place et pas éviter le fret depuis la France. C'est également plus largement là, des travaux qu'on va entreprendre dans le pavillon en 25 pour en améliorer les performances énergétiques. Donc c'est tout un ensemble de choses qu'on a mis en place et qui ont permis, déjà on l'a mesuré en 22, de diminuer de façon significative les émissions carbone du pavillon français à Venise. Donc c'est vraiment dans cette démarche-là qu'on est engagé et ça on peut le faire, et je vais passer tout de suite la parole à Renaud, on peut le faire que parce qu'on est accompagné par une agence qui est depuis, j'allais dire depuis toujours, mais depuis longtemps, très très engagée sur ces sujets-là, qui a vraiment une expertise qui pour nous est précieuse pour justement aller vers des pavillons français à Venise à impact modéré. Merci Anne-Sophie. Donc Anne-Sophie, puisque tu as déjà dit beaucoup de choses. Donc je vais juste essayer de compléter en mettant des chiffres, comme ça va concrétiser un tout petit peu plus effectivement la trajectoire et la route sur laquelle l'Institut français a mis le pavillon français. Donc dans le détail, c'est quoi une trajectoire? C'était de dire que dans la feuille de route qu'a posée Eva, de prendre un point A, on a pris comme point A 2022,
et de définir une trajectoire et un point B qui était de se dire une première étape sous 5 ans, dans une idée qui était de suivre, il fallait prendre un référent, donc on a pris comme référent les accords de Paris et on a dit de ce point A à ce point B, on va réduire de 5% par an les émissions de gaz à effet de serre, de l'impact carbone du pavillon français. Donc on a pris comme base 2019, l'Or Prouveau. On a travaillé en 2021 pour élaborer l'ensemble des chiffres. Sur la production, c'était assez rapide parce que nous, on est dans notre cœur de métier, donc on avait l'ensemble des éléments. Mais c'était un peu plus complexe. Et pour ceux qui savent ce que c'est, un peu plus complexe de consolider un bilan carbone plus large en prenant l'ensemble des acteurs et donc sur la totalité à 360 du spectre d'impact du pavillon. Donc on est parti de ce chiffre qui était le pavillon français de l'Or, c'est un peu plus de 110 tonnes, c'est 114 tonnes équivalent CO2. On a pris on s'est compliqué un peu, on a dit on prend 150 tonnes d'équivalent CO2 comme chiffre de référence et on va réduire de 5% par an à partir de l'année 2022, y compris sur les 5 ans qui suivent, 22, 23, 24, 25, le pavillon. Voilà. Donc il y avait aussi un effet clair de référent et d'affichage, de prendre les trajectoires accords de Paris pour que ça parle, mais très concret de réduction. Et donc la chose à retenir, c'est que le travail de calcul nous a permis, pour nous et pour l'ensemble des parties prenantes du projet en général et au sein de l'Institut en particulier, de voir quels étaient les leviers sur lesquels on pouvait jouer, voilà, pour réduire ça. Les leviers, c'est ce que Anne-Sophie a décrit. Et donc nous, au quotidien, on travaille sur l'ensemble de ces leviers pour réduire cet impact. Donc, voilà, sans beaucoup de surprises. On a déjà réduit significativement par rapport à 2019 en 2022 à budget constant, parce que c'est aussi, personne ne va me poser la question, mais vous pourriez me poser la question un peu critique, de se dire, bah oui, mais c'est facile, on a un peu moins d'argent, donc forcément ça a moins d'impact, etc. Donc on est assez sérieux sur ce sujet, on travaille à budget constant, donc à euro constant. Donc c'est une façon de donner une identité carbone, une contre-valeur carbone au pavillon, voilà, et à l'ensemble de la production. Et donc, on est déjà au-delà de 5% en 2022 et on continue cette trajectoire. Après, effectivement, sans dévoiler le projet de Julien, parce que ce dont on parle, c'est plutôt de moyens que d'un projet à un autre. Les moyens sont les mêmes. C'est réduire la mobilité. C'est réduire la mobilité. Alors, il y a deux aspects. Quand on parle du pavillon français, il y a l'aspect contenant, donc c'est le projet, donc on parle de ça. Mais c'est vrai que si on veut être honnête, quand on parle d'une trajectoire carbone pour le pavillon français, il faut parler du pavillon lui-même, qui a un impact important parce que c'est à la base une passoire énergétique. Et c'est normal, c'est un pavillon qui a plus d'une centaine d'années et qui a subi des travaux, c'est vrai, mais bon, qui est pas, mais comme la vie normale qu'on vit tous, qui permet pas une réelle limitation des émissions et donc de l'impact carbone. Donc, en parallèle, se fait un travail sur le contenant avec l'ensemble des services de l'Institut et du Poste de l'ambassade de France. Et les travaux vont être engagés prochainement. Et ensuite, le travail sur le contenu, qui est plus facile pour moi à évoquer, et donc d'agiter l'ensemble de ces leviers pour les faire progresser au maximum. Donc la mobilité, la production, travailler en local, travailler en éco-conception, avoir une analyse du cycle de vie, etc., etc. Tous les mots que vous entendez toute la journée. Tu disais, les plats végétariens pour tout le monde aussi. Oui, alors ça a un double effet. Donc sur un projet comme ça, c'est assez limité en termes d'impact. C'est pas limité en valeur relative, parce que évidemment, enfin vous le savez tous, l'alimentation est un des principaux postes d'impact. Et donc, quand on limite et qu'on a une position végétarienne, voire végane sur l'ensemble de nos caterings, ça a un impact
relatif important. En valeur absolue, c'est faible par rapport à l'impact de la mobilité. Le premier impact, c'est la mobilité, mais ça nécessite aussi des efforts. Parce que aller à Venise en train, ça paraît facile, c'est pas aussi facile que ça. Après, quand vous y habituez, vous y prenez goût, ça devient très agréable. Mais c'est pas une chose simple. Et de façon un peu contre-intuitive, ce qui est en valeur le moins impactant par rapport à ces postes, c'est presque la production. Voilà. La production d'une exposition, alors là je fais une généralité, ça dépend des expositions, mais pour produire beaucoup d'expositions, c'est une valeur qui représente en général un quart de l'impact, la mobilité étant le principal impact sur des grandes expositions en particulier, quand il y a des prêts d'œuvres, etc. Oui, et c'est étonnant parce que la dernière fois, quand on a discuté, quand on a préparé ce talk, moi je vous disais que pour avoir fait des expositions un peu partout dans des institutions du monde entier, c'est vrai qu'on m'avait jamais proposé en fait ou très peu avec Nathalie. Par contre, oui, évidemment, avec la Fondation à Bruxelles ou juste récemment avec le Musée de Genève où j'interviens cette année. Mais c'est vraiment la première fois où on me propose des parcours éco-responsables où on nous limite sur nos déplacements, etc. C'est pas du tout quelque chose qui est encore mis vraiment en place. Et moi, j'avais une question pour vous. Est-ce que vous avez l'impression, avec votre engagement actuel, à vous deux, si en France, aujourd'hui, les institutions du monde de l'art mettaient vraiment en face ou allaient vraiment vers de nouveaux modèles? Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez? Certainement. Alors, on va faire une réponse politiquement correcte. Oui, c'est vrai qu'il y a une dynamique qui se crée. Est-ce qu'elle est à la hauteur de l'enjeu? Non. Oui, c'est vrai. Alors, compte tenu de l'engagement de Renaud sur le sujet, je vois bien sa réponse ne me surprend pas parce qu'effectivement, on peut trouver que ça ne va pas assez vite. Malgré tout, on sent quand même une vraie évolution, une vraie prise de conscience. Et là, je suis avec les deux collègues de l'Institut français qui portent au quotidien ce projet à Venise. Et elles sont intervenues en septembre devant les autres commissionneurs, les autres responsables des pavillons nationaux à Venise. Et ils en parlent tous ensemble. Et ce qui est intéressant, et c'est aussi là-dessus que l'Institut français veut se positionner, c'est comment on travaille collectivement à répondre à ces enjeux. Ce qui est certain, c'est que ça ne marchera et ça va avoir un vrai poids que si tout le monde y participe, tout le monde y contribue. Donc c'est vraiment là-dessus aussi que nous, on essaye d'agir, c'est d'impulser aussi une démarche collective et qui est essentielle. Alors, il y a encore beaucoup à faire, mais on sent quand même une prise de conscience quand même de chacun, et je pense que on produit quand même plus les choses de la même façon. Alors, c'est vrai qu'on ne produit plus exactement les choses de la même façon. Il y a une forme de conscience sur ce point-là. On essaye. Maintenant, ta question, elle va au-delà de ça. C'est la direction que prend l'ensemble des institutions. Donc oui, il y a une conscience, oui, il y a une dynamique qui se met en place, oui, il y a une réalité sur la production qui se réalise. Maintenant, par rapport aux enjeux, parce que les enjeux dont on parle, il y a une dimension résultat, il n'y a pas juste une obligation de moyens. Donc c'est vrai qu'il y a un mouvement, il y a une réalité sur les moyens. Maintenant, par rapport au résultat, si on part du résultat, on n'est pas à la hauteur. Mais qu'est-ce que ça veut dire être à la hauteur? Parce que quelque part, et je ne minimise pas les efforts que l'on fait, que l'Institut français fait, que nous on fait dans le cadre de la Biennale de Venise, mais la chance que l'on a sur un projet comme la Biennale de Venise, c'est que malgré la notoriété que l'événement a, alors déjà il y a plusieurs événements dans la Biennale de Venise, nous on parle des pavillons nationaux, malgré la notoriété que les pavillons nationaux ont en termes de résonance artistique, c'est une exposition monographique qui se construit en petite équipe et où on a un contrôle assez important de ce que l'on fait. Donc on a les moyens dans ce terrain-là, dans ce périmètre, d'avoir une action assez forte, assez concrète. Bon, le postulat, c'est qu'il y ait le prérequis, c'est qu'il y ait des gens qui ont envie de le faire. Donc, mais c'est ce qu'on vient de dire.
Mais si on prend d'autres formats d'exposition, si on prend des grandes expositions d'art moderne, si on prend voilà, des expositions internationales, de grands musées, de grandes institutions, c'est pas les mêmes, la difficulté n'est pas la même. Donc, est-ce qu'il y a un mouvement? Oui, il y a un mouvement. Mais après, il y a une réalité qui est extrêmement complexe, qui dépend de beaucoup d'interlocuteurs, voilà, qui multiplie les contraintes et qui est extrêmement compliqué. Si je peux ajouter quelque chose, puisque tu parlais d'institutions. En fait, ici, on est dans une foire, donc une foire d'art contemporain. Ça serait, je pense que c'est pas celle qui crame le plus de CO2. Je pense que c'est sans doute Paris Plus, mais la responsabilité, elle est très interconnectée entre les foires, les institutions, les comportements aussi des collectionneurs. Donc tout ça est très très complexe. Et je pense que on est tous allés à Paris Plus et on a l'impression d'être toujours dans une espèce de bulle de frénésie, de consumériste, j'ai envie de dire même de décadence. Mais c'est pas que l'art contemporain, c'est aussi la mode, la Fashion Week. Donc moi je pense qu'en fait on est tout à fait conscient qu'on doit changer, mais qu'il y a un manque d'esprit, de volonté publique des pouvoirs politiques de nous inciter à changer ce comportement. Et donc l'idée c'est par exemple, je vois du côté de l'Europe, il est question d'un ISF vert, c'est-à-dire taxer les plus riches pour financer cette transition, cette transformation écologique. On pourrait imaginer la même chose de la part des foires qui font énormément d'argent. Je pense il n'y a pas que les foires, mais je veux dire, se dire Basel aujourd'hui reverse tant de ses profits à financer des associations environnementales ou des projets environnementaux. Donc voilà, je pense que c'est aussi une question de... On parlait de coalition. Je sais qu'à Frieze, il y a une coalition de galeries. La galerie Climate Action, où il y a plus de 250 galeries qui se sont mis ensemble pour justement agir et mutualiser des transports, des expositions. Et pour en revenir au pavillon de Venise, moi j'ai le souvenir ça dépend, comme tu dis, des expositions, parce que Laure Prouveau, c'est pas exactement l'artiste la plus résiliente, parce que je pense qu'elle a utilisé beaucoup de pétrochimie dans ses matériaux. Et juste une chose par rapport à ce que tu dis, ici on parle la question on parle d'impact carbone. Oui. Moi je n'ai parlé que d'impact carbone, j'ai pas parlé de pollution ni de biodiversité. Ok, mais donc voilà, là, il y a deux sujets, comme tu dis, il y a le carbone en valeur absolue. Donc là, aujourd'hui, la planète, c'est 50 milliards de tonnes CO2, on est en valeur absolue encore en train de continuer à croître. Moi, personnellement, je me suis engagée avec cette fondation, j'enchaîne pas tellement sur la mesure de mon bâtiment, parce qu'il ne consomme rien, c'est un petit bâtiment, c'est l'équivalent d'un petit centre d'art, mais je me suis dit, pendant la pandémie en 2020, qu'est-ce qu'un acteur culturel privé peut faire pour justement mettre les gens en mouvement et leur donner cet élan? Eh bien, c'est plutôt par les récits, par la sensibilisation, par l'éducation, et c'est pour ça que j'ai créé ce programme Créateur Urgence Climat. Et avec mon équipe ici, je vois Jenna Barbero qui est là, on est très très motivés pour pouvoir justement créer cette communauté de créateurs. Et donc c'est pas que les arts visuels, c'est aussi le design. Et pour inciter des projets, financer des solutions par le design. Donc le design, on parlait d'impact carbone, c'est en fait trouver une solution qui va nous libérer des énergies fossiles. Et donc les solutions, c'est le vivant. Donc je parle de ça parce que c'est la prochaine rencontre, ça va être à l'ENSAD, à l'école des arts décoratifs. Et d'ailleurs, je vous y invite le 26 octobre prochain avec un agroécologue, un artiste qui travaille l'agroécologie et une juriste qui va venir parler des droits de la nature. Comment la nature aujourd'hui, les rivières, les forêts ne sont pas représentées dans des instances, des gouvernances, que ce soit des gouvernances culturelles, mais aussi des gouvernances d'entreprise, pour justement protéger cette biodiversité. Donc là, c'est effectivement l'autre chapitre. Et donc, mon rôle avec cette fondation, c'est de se dire, voilà, des expositions, il y en a plein. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qui soit vraiment impactant pour justement nous entraîner à transformer et à faire que les acteurs travaillent ensemble, et en particulier sur le design régénératif. Voilà, j'espère que je n'ai pas trop parlé. Je vais laisser la parole à mon amie Sarah.
Nathalie, tu as répondu à toutes les questions que je voulais te poser. Comment on va faire après? Allez. Non, mais parce que en fait, je voulais finir aussi avec vous deux et entre autres parce que Anne-Sophie, vous vous occupez via votre travail aussi de tout le réseau des villas, etc. Et comme aussi Sarah fait partie de ce réseau Villa Albertine et qu'en ce moment elle est en résidence aux États-Unis. Et entre autres, il y a cette question, effectivement, comme on dit, du transport, de ces artistes qu'on envoie à l'étranger, etc. Et que, évidemment, comme la France a cette implication en fait fondamentale en fait à l'étranger via tout ce réseau, en fait. Je voulais savoir vous comment est-ce que vous vous placiez aussi, puisque c'est aussi un enjeu des éco-responsables. Et après, on passera la parole à Sarah. Absolument. En tout cas, on travaille évidemment en dialogue avec l'ensemble du réseau culturel et diplomatique sur les enjeux de transition écologique. C'est vraiment en dialogue avec eux. On travaille bien sûr la question des mobilités au regard de la transition écologique, c'est une question cruciale. Là, on est en train de travailler sur une charte des mobilités aussi, pour se doter de principes, justement, pour penser ces mobilités dans un contexte de transition écologique. Et la Villa Albertine, évidemment, ça fait partie des réseaux de villas que l'Institut français accompagne, notamment d'ailleurs sur un volet post-résidence. Et avant juste de passer la parole, juste vous signaler, demain après-midi, il y a un événement qui s'appelle Viva Villa, qui est à la Gaîté Lyrique et qui justement met à l'honneur des résidents de la Villa Albertine et aussi des trois autres grandes résidences que sont la Villa Kujuyama, que copilote l'Institut français, la Casa Velasquez et la Villa Médicis. Merci. Et donc, du coup, Sarah. Sarah, à toi. Non, mais parce que Sarah est en résidence aux GTT et elle a un projet en fait qui fait tu te déplaces partout aux États-Unis et quand même les États-Unis est un pays qui, par rapport à tout ce qui est question d'éco-responsabilité, pas du tout à la page. Donc c'est pour toi très difficile, j'imagine, de mettre en place ces projets puisque d'habitude tu travailles plutôt avec des artisans localement. Donc peut-être tu peux nous dire. Alors avant de commencer, est-ce que je peux faire défiler les images ou pas? Je peux pas. Non, je pourrais pas. C'est pas grave. Du coup, va falloir un peu. Mais bon, on voit pas parce qu'il y a trop de lumière. Mais j'ai mis cette première image. C'est Los Angeles. Il est 22h et en fait, on voit à la pollution visuelle et la pollution de l'air. Là, je suis au Griffith Observatory, donc c'est un des observatoires les plus anciens aux États-Unis. Il est 22h et on voit aucune étoile. Le ciel est clair et même avec l'iPhone, j'arrive à shooter toutes les lumières de la ville. Et mon projet se porte sur les étoiles avec la Villa Albertine. Et en fait, c'est une économie de vie de penser des projets localement. Même en tant qu'artiste, on a cette économie quand on est quelque part. Et c'est mon cas. Et en fait, arrivé aux États-Unis, je me suis aperçue très vite que la voiture est indispensable. On ne peut pas faire sans. Il n'y a pas les réseaux de bus, c'est compliqué. Donc moi, j'ai résisté 1 mois au Texas en bus et en taxi. C'était très, très compliqué. Enfin, il n'y a pas de train, donc on prend l'avion. Et donc, je suis vraiment dans un environnement aux antipodes de ce que j'ai l'habitude de faire. Et tout le défi pour moi, depuis mars dernier, du coup, sur ce projet, c'est de le repenser et de me demander vraiment en ce moment, ces mois-ci, comment est-ce que je vais pouvoir développer localement tout ce travail sur la représentation des étoiles aux États-Unis en respectant tout ce que je fais ailleurs, qui pour l'instant me paraît très compliqué. Mais j'imagine qu'en vous écoutant, c'est une question qui va se poser, toute cette économie, toute cette histoire de voiture, parce qu'en fait, que ce soit Los Angeles, le Texas, enfin tous les États-Unis, on ne peut rien faire sans voiture. Et les distances sont trop longues, il n'y a pas de train, il n'y a pas de bus, même dans les villes, le métro, c'est impossible. J'ai essayé Los Angeles en métro, c'est l'enfer. Donc c'est une autre réflexion, mais du coup, il va falloir que c'est un défi pour moi pour ce projet l'année prochaine. Le défi, c'est vraiment de le penser différemment. C'est-à-dire, est-ce que je vais voyager autant? Non.
me concentrer sur les points principaux et peut-être travailler à distance comme je le fais ailleurs avec des gens qui sont comme mon miroir en fait et qui vont pas pouvoir m'envoyer les éléments et avec lesquels je vais pouvoir mettre en place des choses sur place sans avoir à y aller. Et ça, c'est tout un travail qui se met en place très longtemps en amont et que j'ai fait dans le projet suivant que je voulais vous montrer aujourd'hui, qui se passe en Tunisie. Oui, qui est un projet qui est complètement différent du coup, puisque là, alors là, par contre, là, ça marche aussi. Alors, du coup, oui, en Tunisie, où là, tu travailles dans le sud tunisien avec des artisans locaux, et là où tu veux vraiment même que la pièce reste sur place, tu veux qu'elle soit acquise par soit une institution, soit un collectionneur local. Donc, je te laisse en parler. Alors, c'est l'image suivante. Je ne sais pas si on le verra un peu mieux. Ah non, je pense qu'il faut ouvrir le PDF. Mais sinon, je peux le faire sans. Voilà. Ah ben voilà, donc un décor complètement différent. Donc c'est la première fois que j'ai un projet en Tunisie. J'étais jamais allée avant, et du coup c'est pour ça que je voulais vous parler de ce projet aujourd'hui, parce que quand on me propose de partir quelque part pour travailler localement, c'est tout un dispositif qui se met en place. Et là, c'est mon arrivée en Tunisie, mais 6 mois avant, le travail a déjà commencé. C'est en ce moment. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'ai quelqu'un sur place qui, effectivement, je contacte en amont. Là, c'est une designer. Et quand je dis que c'est mon miroir, c'est que c'est quelqu'un qui a les mêmes intérêts que moi, de rencontrer des productions locales et d'essayer de mettre en place une production à 100% maîtrisée en fonction de ce qui existe chez ces artisanes. Et dans cette localité, on est à Nefta, dans le sud de la Tunisie, et ce qui va m'intéresser, c'est que les populations du sud du Sahara, en fait, du sud du désert tunisien, sont des populations anciennement nomades et qui tissaient un tissage des bandes de 45 cm pour fabriquer leurs tentes. Et ce tissage-là est forcément autosuffisant. On utilise les chèvres, les dromadaires qu'on a dans la communauté. C'est une production 100% locale. On monte, on démonte. Et le flige va durer des années et il se transmet, il se répare. Donc j'ai voulu faire un état des lieux de ce mode de vie. Est-ce qu'il existe encore? Est-ce que des gens pratiquent encore le flige ou est-ce que ça a complètement disparu? Et on peut passer à l'image. Donc ça, c'est vraiment l'environnement dans lequel on était et dans lequel ces gens-là vivent. Il fait 55 degrés, on est au mois de juillet. On peut continuer. On peut continuer. Donc là, vous voyez un peu. Et voilà. Et en fait, si, il faisait 55 degrés. C'était l'enfer. Et en fait... exactement. Et ben non, on ne sort pas. Et du coup, il faut vivre à l'intérieur ou il faut vivre à l'ombre ou dans des architectures faites pour. Mais l'idée de la modernité ou l'idée de la vie d'aujourd'hui, elle arrive jusque dans ces localités. Et donc, en fait, les gens vont construire des villages en béton. Et je m'aperçois que les artisans et artisanes ont laissé tomber complètement les savoir-faire qui leur permettraient d'être autosuffisants et sont passés à une économie d'importation. Et donc tout vient de l'extérieur. Et c'est super triste à voir parce que du coup, par 55 degrés, on peut voir l'image d'après. En fait, voilà, les maisons sont en béton et en briques. À l'intérieur, il fait une chaleur extrême. C'est très difficile de produire quoi que ce soit là-dedans, ni même de vivre. Et au final, en fait, ils se retrouvent à dormir dehors tellement il fait chaud. Et les maisons, c'est ostentatoire, en fait. C'est se montrer et montrer aux autres qu'on a changé de vie et qu'on est maintenant des gens modernes. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Et le but du projet, c'est de passer des mois à défaire toutes ces pensées et à refaire ce qui pourrait exister aujourd'hui. Alors le flige, c'est un tissage naturel, donc forcément il est marron. Il était originalement marron. Mais comme vous avez vu, on est dans une palmeraie. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand même réécrire. Parce que je comprends qu'on ait envie de faire autre chose et qu'on ait envie de passer à une autre temporalité, à la nôtre. Donc comment est-ce qu'on réécrit par rapport à ce qu'on a ?
Et avec cette personne qui s'appelle Olfa, qui était mon miroir, on a fait un inventaire de l'existant. Il reste des chèvres, il reste des dromadaires, il y a une oasis luxuriante. Donc en fait, il y a des plantes tinctoriales, on pourrait teindre naturellement. Mais le savoir-faire s'est perdu. On peut passer après. Donc ce qu'on a réussi à reconstituer, c'est le tissage original du flige, de ce matériau en fait tissé, à partir de ce qui restait des troupeaux de dromadaires. Donc c'est pareil, ça a quand même disparu quasiment à 100%. Des chèvres locales. J'ai eu que 50% de matières premières nécessaires à produire des fliges, enfin des tissages de ces bandes-là. Et on a fait importer, comme d'habitude elles importent la laine de l'extérieur, alors qu'à 1 heure il y a des moutons. Donc on a reconstitué le chemin des matériaux, on a ramené par des taxis qui font le voyage tous les jours. Vous savez, ces taxis qui vous prennent à 10 dans la voiture, on a ramené la laine du village d'à côté, ce qu'elle ne faisait plus. Donc on reconstitue ces routes-là commerciales, on les réintroduit et on a pu avoir 100% de la laine nécessaire, qui est un mélange du coup des troupeaux du village même et des troupeaux à 1 heure du village. Pour monter le métier à tisser, il y a des manches de balai, il y a des morceaux de métal qui sont là abandonnés. Et on a réussi, à travers des photos d'archives, à reconstituer les métiers à tisser comme ils se faisaient chez les nomades, avec rien du tout. C'est vraiment 3 fois rien. Et c'est une dizaine de femmes dans ce village à 1 heure de Nefta qui ont retrouvé... Et en fait, moi, je crois vraiment à la mémoire. Quand on relance ces projets-là, il y a une mémoire collective qui se met en place. Et en général, on retrouve tout de suite. Donc en quelques semaines, les métiers à tisser étaient montés. Et on avait commencé le tissage, on avait retrouvé les gestes, les formes, et on peut continuer. Quand je dis qu'on a tout fait, c'est-à-dire qu'on a filé la laine, elles ont fait le fil sur place, elles ont fait la teinture sur place, et c'est sur la teinture où on a eu un problème. Et là, c'est la réalité des localités où on ne peut pas être à 100%. Le savoir-faire tinctorial s'est complètement perdu. Et en plus, quand on a voulu le remettre en place, c'était tellement plus cher de refaire un jardin, de ramener des graines, et tellement compliqué, même administrativement parlant, qu'on n'a pas réussi. Et j'ai trouvé une teinturière dans le village qui avait des pigments qui venaient d'Asie. Des pigments, on peut regarder après ses mains, des pigments extrêmement toxiques. Donc ça, c'est la laine filée. Et c'est tout un débat que j'ai pu avoir avec ces femmes-là. On peut mettre l'image suivante, je pense, encore après. Voilà. C'est tout un débat que j'ai eu avec les femmes pendant des mois sur la toxicité des pigments et comment on fait, en fait, pour résoudre ce problème. Et leur réponse, elle est surprenante, parce qu'elles ne veulent pas abandonner ces pigments, parce que les couleurs sont tellement plus chatoyantes et plus vives que la teinture naturelle, qu'en fait, elles ne veulent pas changer. Donc là, c'est d'autres problèmes auxquels je suis obligée de me confronter, et c'est là où des projets comme ça, c'est du temps. C'est beaucoup, beaucoup de temps. Et en fait, je dis souvent que j'achète du temps. J'essaye de les rémunérer très, très bien pour qu'on puisse prendre le temps de semaines de débats sur comment on fait pour changer ça. Et c'est très compliqué. Donc là, c'est en cours, c'est en ce moment. Pour la première étape, on a été obligé de lâcher sur la teinture parce qu'il faut lâcher quelque part, sinon vous n'avancez pas. Donc on a lâché sur la teinture et on peut regarder les couleurs qu'on a eues, qui est un mélange de laine naturelle et de teinture chimique. Et on a fait 6 ou 7 fliges colorées. On peut regarder la suite. De toute façon, j'ai bientôt fini. Bon, ça, on ne voit pas très bien, mais c'est le métier à tisser dans le sable. Et ça, c'est ce que nous, on a mis en place. Mais normalement, aujourd'hui, elle tisse chez elle. Quand il fait 55 degrés dans la maison, c'est l'horreur. On peut voir sur la photo d'après. Voilà, ça, c'est un peu les postures. Pareil, je peux parler 2 minutes de l'économie du temps. Parce qu'en fait, ce tissage-là, il est tellement rude et difficile dans le sable, à l'horizontale, assise par terre, qu'elles n'ont plus envie de le faire. Et dans la logique économique d'aujourd'hui, il faut produire vite. Il faut vendre au marché touristique. C'est une demande qui est quand même pas la même qu'à l'époque où on produisait pour soi. Et donc, c'est toute une logique économique qu'il faut repenser. Et tisser comme ça veut dire qu'on tisse qu'entre 2 heures et 4 heures par jour, à l'ombre, à l'extérieur. Et ça, l'air de rien, le mettre en place dans un circuit économique qui est aujourd'hui, pour moi, il est déformé parce qu'on veut tout aller trop vite. C'est une autre complexité et c'est sans doute une discussion qu'on aura plus tard avec les artisanes et dans les marchés. Et on peut voir la suite. Bon, là, voilà, on peut passer.
On peut passer... Là, c'est dans... Voilà, elle préfère travailler comme ça, à l'intérieur, avec une clim allumée à 15 degrés, parce qu'il fait trop chaud. Et c'est une absurdité totale. On est dans plein milieu du désert. Hein. C'est complètement absurde. On peut continuer. Voilà, ça, c'est comme ça qu'elle préfère travailler, dans les maisons en béton. Et moi, je leur fais faire l'inverse. Et tout ça, c'est du temps. Hein. Pour déconstruire des habitudes, c'est énormément de temps, mais on a fini par y arriver. Et je finirai par une dernière photo. Voilà. Encore la suivante. Ouais, je voulais vous montrer cette image-là, parce qu'en fait, avant les maisons de béton, les ateliers des artisanes, c'était ces constructions architecturales où le vent rentre, refroidit et ressort. Et en fait, dans ces conditions-là, on peut produire, et on peut produire beaucoup plus longtemps que les 2 heures à l'ombre qui sont compliquées. Mais quand je leur ai demandé si on pouvait retourner produire dans cet endroit-là, c'était absolument non. Et c'est normal, parce que pour elle, c'était retourner en arrière, c'était reculer, quoi. On recule. Et donc, ça a été pareil, tout un débat. Et ce projet, il dure depuis 1 an. Et en 1 an, on a réussi par finir à tous, ensemble, travailler dans cet endroit-là, sur le sable la nuit et à l'intérieur de cette maison le jour. Donc voilà, ça c'est un peu mon cœur de projet, c'est de faire ce type d'intervention et de comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas, de le comprendre ensemble. Et ensuite, j'espère que ça continue. Et pour que ça continue, c'est évident que j'ai besoin de quelqu'un sur place qui prenne le relais. Et c'est pour ça que souvent je choisis de collaborer avec un artiste ou un designer ou quelqu'un qui sera là quand moi je ne serai plus là. Parce que partir, c'est aussi lâcher le truc et puis qu'est-ce qui va se passer. Alors qu'en fait, quand il y a quelqu'un qui a la même implication que soi, qui va être là après, je sais que le bâton, il est passé et puis il ou elle fera ce qu'elle voudra. Et en l'occurrence, je pense qu'Olfa continuera. Mais voilà pour moi. Merci, mais en fait, je vais vous lier toutes les deux, Sarah et Nathalie, parce que vous êtes toutes les deux profondément liées, en fait, aux créateurs qui, ou en tout cas, qui utilisent le travail de la main. Et fondamentalement aussi avec ta fondation, Nathalie, c'est vraiment ce que tu défends profondément. Et tu es aussi derrière cette nouvelle chaire éco-design que tu as mis en place en fait avec l'école des arts décoratifs de Paris et aussi ce programme créateur pour l'urgence climatique dont tu as évoqué tout à l'heure, mais j'aimerais vraiment que tu rentres dedans, que tu nous expliques vraiment ce qu'est ce nouveau programme et on va aussi avoir derrière les images de la fondation et de ce programme que vous mettez en place. Merci Anissa. Oui, c'est vrai que je partage cet engagement autour du faire et pour sauvegarder en fait ces savoir-faire, parce que je crois qu'il y a, comme tu dis, une vraie urgence. Et dans ce lieu aussi, qui est un lieu qui est très patrimonial, qui était un ancien atelier d'une artiste italienne qui travaillait la sculpture. Donc on est à Bruxelles. C'est une maison des années 20. On voit la maison ici à droite qui a été entièrement rénovée dans le but d'accueillir des expositions et des résidences d'artistes. Elle a été rénovée en 2018, donc ça fait déjà maintenant 5 ans. Et l'atelier accueille des expositions. Et là, il y a l'exposition de Sarah. Donc dans cette exposition en fait collective qui a été curatée par cette grande commissaire d'exposition Anissa Touati, je ne sais pas si vous connaissez. Et donc justement où on a présenté, c'était une exposition qui s'appelait The Sowers, donc les semeurs, toute une proposition autour de la céramique, du textile, de la terre, avec des artistes comme Belinda Bligno qu'on voit pas ici, une autre exposition autour de la brique, de l'architecture, avec l'architecte libanaise qui s'appelle Lina Gotme, qui est venue parler de son projet, qui s'est maintenant exposé au pavillon de la Serpentine. Et donc il y avait cette question du réemploi, la question aussi de comment utiliser d'autres matériaux dans la construction. Le slide d'après, voilà. Et là, le nouveau lieu qui a ouvert à Arles, donc il y a aussi une maison qui est une maison du 18e. On voit l'espace là avec les tomates et la performance de Jeanne Visserial. Non, vous pouvez laisser la slide d'avant. Merci. Et donc le projet, c'est pas du tout un Y-Cube. C'est 2 maisons qui accueillent ces artistes en résidence
de la résidence qui est justement maintenant accompagnée d'un commissaire qui s'appelle Yann Châtaignier. Je le vois, coucou Yann. Et pour lequel on a reçu 450 candidatures du monde entier. Malheureusement, on ne peut pas prendre tout le monde, donc on a choisi 8 artistes designers et vidéastes sur ces questions de transition écologique, de récit et de savoir-faire. Et là, le podcast, donc Créateurs face à urgence climatique, ça c'est le livre. On est aussi partenaire d'un festival qui s'appelle Agir pour le vivant, qui est une sorte de COP citoyenne qui a lieu à Arles chaque année, dans lequel on organise des conversations entre art et design et science. Donc ces conversations, en fait, ce sont des conversations qui sont maintenant curatées par Chiara Vecchiarelli, qui est philosophe et que je salue. Et en fait, l'idée, c'est à la fois de sensibiliser, de témoigner, d'inspirer pour la jeune génération. Donc on fait ça devant un public, dans une école de jeunes designers. Donc c'est très concret, c'est-à-dire que les jeunes qui ont 20 ans se posent la question de pourquoi produire, comment on fait pour produire avec un impact positif, donc quel type de matériaux, quel type de colle, comment la question de la durabilité, de la réparabilité, la question de l'usure, la seconde main, enfin voilà. Et en fait, ce programme est dans la continuité de cette chaire, donc qui est un programme de recherche qui est financé par Decathlon, et donc il dure 3 ans, et chaque année il y a une thématique. Et la thématique cette année, c'était cette question de durabilité. Et ce que je voudrais dire, c'est que ces jeunes de 20 ans qui sont inscrits dans ces écoles, que ce soit aux Beaux-Arts, que ce soit aux Arts Déco, se posent vraiment, évidemment, ces questions, parce que c'est eux qui vont être en première ligne en 2050, et même avant, d'ici 2030, on doit diviser par 2 notre empreinte. Donc, notre petite contribution avec la Fondation Thalie, c'est d'espérer que par ces conversations, aujourd'hui il y a une 50aine de personnalités qui sont venues parler, de Frédéric Aitaouti en passant par Tino Segal qui a une 30aine de rencontres, 60 speakers, aux Arts Déco, plus de 140 000 views. Mais ce qui est vraiment joyeux, en fait, c'est de voir à quel point il y a une volonté de transmettre, que ça soit Tino Segal avec ses performances éphémères, que ça soit Patrick Bouchin sur la question du paysage, ou bien Suzanne Husky, qui est une artiste très engagée sur préserver les barrages des castors et qui fait de la céramique sur... je ne sais pas si vous connaissez son travail, mais bon, elle vit dans la nature. Enfin bon, il y a toutes sortes de personnalités. Et là, on va accueillir, donc on recommence le 26 octobre avec un agroécologue artiste qui s'appelle voilà, Fernando Garcia Lori, voilà, merci. Et Chiara Xenomont, Chiara qui est juriste, qui va venir parler de cette question de donner du poids juridique à ces écosystèmes naturels. Et l'idée, pour aller plus loin, donc, c'est de faire un livre. Donc j'ai ramené ici le livre qu'on sort une fois par an, donc qu'on donne et qu'on vend aussi, avec une postface de Paul Arden qui reprend toutes les conversations que vous pouvez trouver en ligne. Et l'année prochaine, on va organiser un symposium de 2 jours où on va vraiment recréer cette communauté de parole, avec derrière une action très concrète destinée à un projet plus humanitaire sur la question des réfugiés climatiques. Donc c'est de se dire, voilà, de faire venir le monde de l'art contemporain avec le monde de l'éducation, des écoles, et créer ces moments, workshops et discussions, et avec derrière, on espère une vente aux enchères, et dont l'argent, les profits iraient à cette question de réfugiés climatiques, parce qu'il y a 350 millions de personnes qui vont être déplacées d'ici 2050. Avec Anissa, on a eu la chance d'aller au Bangladesh, assister au Dakar Summit, et c'est absolument terrible ce qui se passe là-bas, le Bangladesh, l'Inde, on ne se rend pas compte, on est vraiment du bon côté de la force. Donc voilà, c'est un peu mobiliser justement toutes ces forces en présence, comme tu disais très justement, travailler ensemble dans une coalition, c'est pas facile, ça se fait pas du jour au lendemain,
mais c'est en multipliant ce que tu fais, Anissa, les rencontres, qu'on va pouvoir faire des choses. Et puis on a aussi un cycle de conférences qui commence en novembre à Bruxelles sur l'histoire de l'art environnemental, l'histoire de l'art à l'aune de l'Anthropocène, où on a invité Paul Arden, qui est un curateur spécialiste de ces sujets, pour un cycle d'une dizaine de conférences et en partenariat avec une université. Donc on essaye là aussi de faire de plus en plus de choses en partenariat pour avoir de l'impact. Voilà. Merci beaucoup. Le plus d'impact possible. Et moi, je voulais finir aussi par Stéphane Verrier-Bautreau, parce que toi, tu as un travail très, très, très engagé. Et en fait, j'aimerais que tu nous parles en fait, de ce projet artistique. Et en fait, tes projets, à chaque fois, sont là pour faire un peu aussi évoluer les institutions culturelles vers des pratiques écologiques. Et peut-être tu peux nous parler en fait, de ce projet de jardin, entre autres, que tu as, et de tous ces projets incroyables que tu mets en place. Oui, bon, les images c'est un peu random dans le désordre, mais oui, mon travail se situe plus dans la tradition de la critique institutionnelle, mais en reconnaissant que la position de celle-ci est nécessaire, mais pas suffisante à changer durablement les pratiques institutionnelles dans le champ. Et ce travail-là que je mène depuis 2019 à Karlsruhe avec le ZKM, qui s'appelle Notes Towards a Permacircular Museum, donc en français, notes pour un musée permaséculaire. C'est une tentative un petit peu de répondre aux formes de dualisme qui est un petit peu surgi d'ailleurs dans la conversation aujourd'hui, qui est aux artistes le travail symbolique ou spéculatif et aux institutions le travail technique de changement des pratiques. Et je pense que c'est très important de maintenir un dialogue entre ces deux approches en fait, pas les séparer. Et donc, faire tourner les slides au fur et à mesure, c'est un peu dans le désordre. Ce projet, en fait, c'est un peu l'aboutissement d'une longue conversation que j'entretenais avec Bruno Latour autour de ses expositions sur les questions environnementales, mais plus généralement sur un peu autour, tu en as parlé un peu Renaud, mais de notre frustration commune sur l'impuissance un petit peu qu'on a malgré toute cette multiplication incroyable qu'il y a eu les 10-15 dernières années des expositions, ou des biennales ou des programmes dédiés aux questions écologiques, mais à aller au-delà de la position du discours en fait. Donc on se disait, est-ce que l'exposition peut passer du discours à la réflexivité, aller de la représentation à la réparation et aller de la description à l'inscription de pratiques écologiques. Donc à l'occasion de l'expo Critical Zones au ZKM qui a commencé le processus a commencé en 2019, j'ai proposé de lancer tout un processus au sein du musée, au sein du ZKM. Alors un peu comme vous avez fait, la première étape c'était d'apprendre à compter écologiquement. Donc il y a un slide où il doit y avoir un dessin, une représentation visuelle de ce travail, mais j'ai mené toute une enquête, un peu comme tu fais Renaud, en prenant appui sur la méthodologie bilan carbone. On a aussi regardé l'eau, l'énergie, avec toutes les équipes, les techniciens, les scénographes, les curateurs, en regardant en détail le transport des caisses, le recyclage ou parfois non-recyclage des scénographies, même en détail les fuites de gaz réfrigérants des unités, des machines de climatisation qui sont importantes dans les musées pour maintenir les taux d'humidité et de température. Donc ça a des impacts énormes. Et c'était pas tant pour avoir une précision millimétrée, mais pour provoquer une conversation autour du musée en fait. Et donc j'ai mis en place tout un groupe de travail sur ces questions-là. On a fait venir des experts, des consultants, des ingénieurs, des activistes pour travailler, pour se former. Donc il y a des curateurs, des personnes du staff qui sont formés justement à la comptabilité environnementale. Et dans la perspective d'adopter une charte environnementale, un peu comme tu fais, au niveau du musée, sachant que la hiérarchie n'était pas très chaude, donc c'était un peu un travail d'activisme institutionnel, parce que ça a été un peu une lutte, un travail de militance au sein de l'institution.
Et c'est aussi très important, vous l'avez tous les deux souligné, que ces initiatives aient lieu à travers des mises en réseau. Donc j'ai aussi programmé tout un cycle d'assemblées. Tino est venu aussi. Il y avait les fondateurs de Iverk, Luckenwalde. Enfin, beaucoup d'institutions ont rejoint la conversation. C'est un travail que je poursuis maintenant avec le Centre Pompidou à Metz. Mais ce qui était important pour moi, c'est que cette dimension, elle soit incarnée et elle s'appuie sur un travail sensible. Donc je suis allé voir, il y a pas mal de photos qu'on voit là d'un jardin. En fait, je suis allé voir la ville de Karlsruhe et avec le département technique, enfin agricole de la ville, on a identifié un verger abandonné. Donc les pré-vergers en Allemagne du sud-ouest, c'est une forme d'agriculture traditionnelle, paysanne, extensive, où contrairement aux vergers d'arbres fruitiers modernes, on laisse beaucoup d'espace entre les arbres et on les laisse grandir et vieillir. Et c'est une forme d'agriculture qui nécessite beaucoup de travail manuel, qui n'est pas mécanisable, donc c'est des espaces, des paysages qui disparaissent, mais c'est aussi des paysages qui intéressent beaucoup les écologues, parce que c'est les paysages parmi les plus biodivers d'Europe. Donc ces pré-vergers, je ne sais pas si on les voit sur les photos, mais c'est des refuges pour des milliers d'espèces d'insectes, de pollinisateurs, d'oiseaux, de petits mammifères, de fleurs, de plantes. Donc c'est vraiment très important de les préserver, mais ils ont presque disparu. Donc voilà, une partie de ce travail que je mène au ZKM, ça a été de convaincre le musée de prendre en charge la restauration de ce verger. Donc là aussi, il y a eu un cycle de formation. On a appris à tailler les arbres, tondre l'herbe, prendre soin des ruches. Enfin, on a remis des ruches parce que c'était complètement à l'abandon depuis 40 ans. On a replanté des arbres. Et ce lieu, comme on le voit sur certaines photos, ça devient en fait un laboratoire de réflexion et de pratiques écologiques, mais aussi de pratiques artistiques. Donc on fait des performances, des lectures de poésie. Sur une des photos, on voit des artistes invités. Il y a, par exemple, récemment, là j'y étais, il y avait Vincent Rumalouane, un artiste qui est venu faire un rituel qui s'appelle Mintembeyan, un rituel indonésien qui a lieu au moment des récoltes. Donc on les voit sur une des photos. Mais c'est un lieu qui a une valeur importante parce qu'il permet aux ZKM déjà de s'ouvrir à la ville et aux habitants. Les habitants sont impliqués, et c'est la communauté, l'association locale, donc c'est à 5 minutes du ZKM, et gardienne et co-gardienne de ce lieu. Et c'est aussi un endroit où le staff du musée peut venir se respirer, réfléchir et se rassembler extra-institutionnel. Et ce qui était important pour moi aussi, c'est que cette pratique de soins et d'alliance avec ces arbres fruitiers et ces autres cumins, ce soit sur leur temps de travail. Donc ça, c'était une lutte aussi un peu de convaincre la direction. Mais au niveau pratique, ça fait partie maintenant de l'activité de l'institution. Au niveau plus théorique, ça permet de réfléchir à comment étendre ou élargir les pratiques muséales de maintenance et de restauration à des systèmes non humains. Voilà. Donc sans m'étendre plus, enfin, les photos sont assez parlantes, mais je pense que c'est important d'avoir un dialogue entre une approche plus technique ou par les méthodes et une approche sensible ou par le travail symbolique pour aller au-delà en fait d'une espèce de dualisme qu'il peut y avoir entre la perspective plus curatoriale ou de la critique, qui est cette idée de fausse autonomie de l'œuvre qui est séparée du réel et du réel qui est en train de s'effondrer. Et du côté des artistes, traditionnellement, on a tendance à avoir un certain désintérêt pour les questions de pratique, de comment on fabrique, comment on produit, comment on assemble, que deviennent nos travaux ou nos déchets, etc. Et je pense que c'est absolument vital, en fait, pour que ces travaux aient la chance d'aboutir, de penser ces approches ensemble. Voilà.
Merci beaucoup Stéphane. Alors je vais, parce qu'il y a un autre talk juste après, donc je vais juste vous remercier énormément parce que c'est vrai que c'est un sujet très dense et vous êtes tous les 5 très très investis, impliqués et on pourra en parler des heures. Et je vais juste ouvrir aux questions brièvement si ici dans le public il y a quelqu'un qui aimerait poser une question à nos speakers. Merci. Alors, c'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt une proposition pour Sarah. Merci déjà, bravo pour ce projet en Tunisie qui m'a beaucoup parlé, beaucoup touchée. Sur les savoirs tinctoriaux, moi je travaille beaucoup avec le textile et les teintures végétales. Donc, en tout cas, je serais ravie de pouvoir t'apporter ce que je sais, ce que j'ai vu dans d'autres pays, notamment au Mexique, aussi au Maroc, sur la façon de pouvoir produire des couleurs tinctoriales qui seraient aussi vives que ce que souhaitent ces femmes, notamment. Donc, je serais ravie de partager ça avec toi. Merci, avec grand plaisir. De toute façon, je pense que dans la continuité de ce projet, on va essayer effectivement de collaborer avec des gens qui ont des solutions comme toi. Je sais que Stéphane aussi en connaît pas mal. Et à Tanger, il y a Ito Berada, l'artiste qui vient d'ouvrir un jardin tinctorial et qui donne des cours pendant l'été. Et je viens d'emménager à Sceaux, pas loin de Paris, et j'ai rencontré les deux expertes en teinture végétale qui ont formé en partie Ito également. Donc oui, l'année prochaine, c'est avec grand plaisir que j'ouvre à tous les gens qui voudront bien nous aider à avancer sur ces questions-là qui se posent en Tunisie et qui se posent aussi ailleurs dans tout le Maroc. C'est pas seulement la Tunisie, mais ouais, avec grand plaisir, merci. Merci à toi. Est-ce qu'il y a une dernière question? Je vous remercie beaucoup, en tout cas. Et, voilà.